Le conflit au Vietnam dans les années 60 et 70 impliquait divers types de combats. Les forces américaines repoussaient les insurgés Viet Cong et leurs partisans du Nord. Certains rôles étaient particulièrement risqués. Aujourd'hui, nous examinons 3 des emplois les plus dangereux de l'armée, de la marine et de l'armée de l'air des États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Bienvenue aux guerres du monde. En tant que telles, les forces britanniques ont combattu dans tous les théâtres du conflit, aux côtés des troupes levées des nations qui composaient l'Empire et des puissances alliées telles que les États-Unis, la France et l'Union soviétique. La fin de la guerre a marqué la fin de l'Empire qui s'est transformé en Commonwealth. Comme on le connaît aujourd'hui, où la monarchie britannique ne joue qu'un rôle cérémoniel dans la gouvernance des États membres. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale a été le chant du cygne de la puissance impériale britannique. Bien que la Grande-Bretagne disposait des armes et de la technologie que ses forces pouvaient utiliser contre les puissances de l'Axe que sont l'Allemagne, l'Italie et le Japon, comme pour toute arme, elle n'était aussi bonne que ceux qui l'opéraient. Comme tous les combattants de la guerre, la Grande-Bretagne avait sa part de guerriers doués et de tacticiens, et beaucoup d'entre eux ont développé une réputation redoutable pour détruire l'ennemi. Ici, nous examinons 3 militaires britanniques hautement qualifiés que les forces de l'Axe ont appris à respecter, et même à craindre. Au cours de l'été 1940, la Royal Air Force se battait pour la survie même de la Grande-Bretagne. La Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, devait détruire les forces de chasse britanniques afin de les empêcher d'interférer dans la traversée de la Manche par la force d'invasion allemande. Alors que 1940 laissait place à 1941, la RAF recevait le Spitfire Mark I qui introduisait un moteur plus puissant et des configurations d'ailes optionnelles pour permettre une modification facile selon les différentes exigences. Le Mark I était à la hauteur du Bf-109 équivalent. Mais ensuite, en septembre 1941, comme sortie des cauchemars des pilotes britanniques, un nouvel avion ennemi est apparu dans le ciel, le Focke-Wulf FW-190. Le FW-190 surpassait le Mark I dans presque tous les aspects. Du jour au lendemain, la Luftwaffe a fait pencher la balance en leur faveur dans les airs, alors que les Mark-Vis commençaient à tomber du ciel, amenant les Britanniques à surnommer le nouvel avion allemand l'oiseau bouché. Les ingénieurs britanniques se sont rapidement mis au travail pour concevoir un Spitfire pour contrer le FW-190. Mais en attendant, la RAF a dû essayer de développer des tactiques pour le contrer en utilisant le seul avantage du Spitfire Mark V, sa légèreté en virage. L'un de ceux qui menaient les pilotes au combat et apprenaient à combattre l'oiseau bouché était Johnny Johnson. Né le 9 mars 1915 dans le Leicestershire, Johnson n'aurait peut-être jamais réalisé son rêve de devenir pilote de chasse si la menace de la guerre ne s'était pas profilée à l'horizon. Ingénieur de formation et sportif passionné, il s'est blessé à la clavicule lors d'un match de rugby, ce qui a compliqué son entrée dans la RAF avant qu'il ne soit finalement accepté en août 1939. Cependant, sa blessure à la clavicule continuait à être un obstacle et il a dû se retirer de la formation de vol pour subir une opération de réinitialisation, ce qui signifie qu'il a manqué la bataille d'Angleterre. Après cela, il a pu terminer sa formation de vol et a rejoint un escadron opérationnel, le numéro 616 Squadron, et le 15 janvier 1941, il est entré dans la mêlée lorsqu'en tant que partie d'un vol qui couvrait un convoi, il a attaqué un bombardier allemand. Le bombardier s'est probablement écrasé suite à des dommages, un signal de détresse ayant été capté par les radios britanniques. Cependant, comme Johnson ne l'avait pas vu s'écraser, on lui a attribué un avion ennemi endommagé, plutôt que détruit. Il obtiendrait sa première victoire confirmée, un Messerschmitt Bf-109E, en escortant des bombardiers au-dessus du nord de la France, le 26 juin 1941. Il endommagea un autre Bf-109E quelques jours plus tard et plusieurs autres victoires
suivrait dans une série d'engagements de combat de juillet à septembre. Après une accalmie relative dans les opérations offensives de son escadron pendant la période hivernale, en avril 1942, elles ont recommencé. À ce moment-là, le Butcherbird était maintenant bien ancré dans le service de la Luftwaffe. Le 15 avril 1942, il réussit à diriger ses canons sur un FW-190, mais il ne réussit qu'à l'endommager, et au cours des semaines suivantes, il a pu constater de première main la létalité du nouvel avion allemand. Dans ses propres mots, nous pouvions le dépasser en virage, mais on ne pouvait pas virer toute la journée. Alors que le nombre de 190 augmentait, nos pénétrations devenaient moins profondes. Ils nous ont repoussés vers la côte. Alors que Johnson et ses camarades luttaient pour tenir le 190 à distance, les ingénieurs britanniques finalisaient une réponse. Le Spitfire Mark VIII était alimenté par le nouveau moteur Rolls-Royce Merlin 60 qui était utilisé pour alimenter le puissant bombardier Avro Lancaster et promettait de rétablir l'équilibre en termes de performance avec le FW-190. Il avait une structure réaménagée pour maximiser les performances du nouveau moteur. Mais cela n'a fait que retarder son introduction, car les usines devaient être reconverties pour le fabriquer, et la RAF en avait besoin maintenant. Ainsi, le moteur a été installé dans une structure Mk5 avec un minimum de modifications pour garantir la production. Le résultat a été le Spitfire Man 9, une conception provisoire qui a donné à la RAF la capacité de combattre au FW-190 à des conditions plus égales. Johnson a commencé à diriger des Spitfire Mark 9 en commandant une unité de la Royal Canadian Air Force, basée à la RAF Kenley, et a rapidement affronté le Butcherbird dans son nouvel appareil, son propre avion portant ses initiales, GHG. Profitant de sa nouvelle position, il a commencé à modifier les tactiques de l'unité canadienne pour mieux contrer les chasseurs allemands, car ils étaient de plus en plus impliqués, escortant les bombardiers américains en Europe lors de raids diurnes. Dans les jours précédents et suivant le jour J, Johnson était souvent en combat. Si une preuve était nécessaire que l'oiseau bouché avait été émoussé, Johnson a abattu 2 FW-190 le 27 juin 1944 et 2 autres près de Paris le 21 août, et cela exclut les victoires globales de son unité contre la Luftwaffe. Au Nouvel An, il a finalement dit au revoir à son MK9, l'échangeant contre un Mach 14. Dans les derniers mois de la guerre, il se retrouvait de plus en plus à piloter un bureau plutôt qu'un Spitfire, bien qu'il ait encore vu le combat de temps en temps. Dans les derniers jours de la guerre, il faisait partie d'une force de Spitfires qui a repéré 4 FW-190, mais lors de l'attaque, les avions allemands ont indiqué leur reddition. Au lieu de cela, le vol de Johnson les a guidés vers un aérodrome de la RAF. À la fin du conflit, Johnson avait 34 victoires aériennes à son actif, dont 20 étaient des FW-190. Cela fait non seulement de lui le pilote de chasse allié ayant le plus grand nombre de victoires sur le front occidental, mais aussi le pilote de la RAF ayant le plus grand nombre de victoires contre le FW-190 pendant ces sombres mois de fin 1941 à début 1942, semblait avoir renversé la situation en faveur de la force de chasse de la RAF. Son talent et leadership ont davantage contribué à neutraliser l'oiseau bouché que tout autre individu. Johnson est décédé le 30 janvier 2001 à l'âge de 85 ans. Ayant manqué l'opportunité d'envahir la Grande-Bretagne en 1940, Hitler savait qu'il n'était plus pratique de considérer sérieusement une autre invasion l'été suivant ou n'importe quelle autre par la suite. Sauf si la situation britannique change radicalement. Les défenses britanniques se sont considérablement renforcées, permettant à son armée de lutter contre les forces allemandes et italiennes en Afrique du Nord et en Grèce. Cependant, en tant que nation insulaire, relativement petite, la Grande-Bretagne dépendait fortement des convois transportant des armes et des matériaux de son empire et des États-Unis pour rester dans le combat. Si ces convois étaient arrêtés, la capacité de combat de la Grande-Bretagne serait annihilée. La Grande-Bretagne disposait encore d'une puissante marine de guerre de surface que l'Allemagne ne pouvait égaler.
mais la marine allemande disposait d'une force efficace de sous-marins connus sous le nom de U-boats. La vulnérabilité de la Grande-Bretagne au blocus sous-marin a été dramatiquement démontrée pendant la Première Guerre mondiale, mais au moment de la Seconde Guerre mondiale, peu de progrès dans les tactiques et la technologie pour les contrer avaient été développés. Ainsi, la marine allemande a transformé l'Atlantique Nord et la Méditerranée en un bain de sang pendant les premiers mois de la guerre. Rien qu'en octobre 1940, les U-boats allemands ont envoyé plus de 406 000 tonnes de navires au fond de la mer, dont une grande partie était britannique. Pendant les années d'entre-deux-guerres, toutes les théories et expériences menées par certains des officiers de la Royal Navy les plus progressistes ont été rapidement réévaluées. Entré le commandant Frederick Johnny Walker. Ayant rejoint la Royal Navy en tant que cadet en 1909, il se préparait à raccrocher son uniforme, sa carrière s'éteignant lentement, ayant été passé à côté de la promotion au rang de capitaine. Malgré son expérience, on ne lui a pas initialement confié le commandement d'un navire et il a plutôt servi dans le personnel du vice-amiral Sir Bertram Ramsay lors de l'évacuation de Dunkerque. Pendant ce temps, les pertes de convois augmentaient et le besoin de navires d'escorte grandissait, tout comme le besoin de commandants expérimentés. Et donc, en octobre 1941, il se retrouva au commandement du tout nouvellement établi 36e groupe d'escorte composé de 9 petits navires de guerre. L'escorte de convoi était souvent psychologiquement difficile. Outre l'ennui de la routine quotidienne, il fallait souvent faire face à un mauvais temps, tandis que le convoi ne pouvait naviguer qu'à la vitesse du navire le plus lent. Et puis, bien sûr, il y avait la menace constante de l'apparition soudaine d'une grande explosion sous-marine, alors qu'une autre torpille allemande faisait une victime, les équipages d'escorte étant souvent trop lents pour réagir et attraper l'agresseur furtif pour se venger. Cependant, les hommes du 36e groupe d'escorte ignoraient qu'en se voyant confier le commandant Walker, il recevait un atout contre les sous-marins car il n'était pas juste un autre vétéran servant ces dernières années. Pendant les années de guerre, il avait en fait été instructeur de guerre anti-sous-marine et à ce titre, il avait une richesse de connaissances sur les forces et les faiblesses des tactiques britanniques. Plus crucial encore, il avait ses propres théories d'amélioration. Maintenant, c'était le moment de les tester en pratique. Les 36 premières missions d'escorte étaient relativement sans incident. Mais ensuite, en décembre 1941, le groupe sous Walker s'est retrouvé à escorter le convoi HG-76 depuis Gibraltar. La puissance de feu défensive du convoi a été renforcée grâce à l'ajout d'un petit porte-avions d'escorte, le HMS Audacity, lui-même converti à partir d'un navire marchand allemand capturé. Le convoi a été rapidement repéré par les renseignements allemands qui ont ordonné des attaques contre lui. Sur une période de 8 jours, le convoi a été attaqué à plusieurs reprises, mais une fois que c'était terminé, le 36e avait comptabilisé un total de 3 sous-marins U-boat coulés, dont un qui a été éperonné par le navire de Walker, tandis qu'un 4e a été détruit par des avions de l'Audacity, qui a également abattu 2 avions de patrouille maritime. F. d'Adwabo, 2 cents. Bien que l'Audacity ait été perdue pendant la mêlée, comparé aux efforts lors des convois précédents, Walker avait remporté une victoire éclatante, prouvant que ce n'était pas seulement de la chance. Son groupe a détruit 3 autres sous-marins U-boat lors du retour à Gibraltar. Quel était le secret du succès de Walker? Avant le HG-76, la pratique de la Royal Navy était de garder l'escorte aussi près que possible des convois pour les protéger. C'était une approche logique, mais Walker a reconnu que cela limitait la capacité de l'escorte à poursuivre et à détruire les ennemis, ce qui garantirait bien sûr la protection du convoi. Ainsi, il a fait opérer ses escortes beaucoup plus loin du convoi, avec un sous-marin U-boat coulé à environ 40 miles de distance. Walker mettrait 3 de ses navires de guerre, ou plus en ligne, pour attaquer un U-boat, le bombardant avec leur arsenal d'armes anti-sous-marines. Cela s'est avéré très efficace, car cela empêchait le U-boat de prendre des mesures d'évasion. Malgré ce succès, Walker n'était pas encore fini. Il voulait établir un petit groupe de travail dont le seul but était de sortir et de chasser les U-boats d'Hitler. L'amirauté était sceptique, mais il a trouvé un soutien en la personne de l'amiral Max Horton, lui-même un célèbre sous-marinier de la Première Guerre mondiale.
Au printemps 1942, Walker prit le commandement de 6 navires du 2e groupe de soutien, l'un des premiers des nouvelles unités de la Royal Navy conçues pour cette mission. Depuis le pont de son navire amiral, le HMS Starling, il a formé la force si rigoureusement qu'ils ont commencé à opérer avec un minimum d'instructions de sa part, accélérant ainsi considérablement leur temps de réponse. En juin 1943, le 2e groupe de soutien a eu l'occasion de faire ses preuves dans un incident qui semblait sortir des pages d'un roman de Tom Clancy. Naviguant au sud de l'Islande, il a détecté le U-202 sous le commandement de Günther Poser. Le sous-marin revenait d'une mission clandestine pour insérer 5 agents allemands sur le côte est des États-Unis. À 0h30, le 2 juin, le sous-marin a été détruit par des charges de profondeur tirées du navire amiral de Walker. Au cours de l'année à venir, Walker et son unité spéciale continueraient à couler de plus en plus de ces redoutables sous-marins, et avec de nouvelles armes telles que le hérisson et de nouveaux dispositifs de détection acoustique, leur létalité n'a fait qu'augmenter. Walker ne verrait pas la fin de la guerre, malheureusement. Il a subi une thrombose cérébrale le 7 juillet 1944 et est décédé 2 jours plus tard à l'hôpital naval de Seaforth, Merseyside. Âgé de seulement 48 ans, ses médecins ont attribué sa mort à un surmenage et à l'épuisement, mais sa personnalité et ses tactiques révolutionnaires ont laissé une impression indélébile sur la force anti-sous-marine de la Royal Navy. Que ce soit directement ou via un navire sous son commandement, Walker était le plus chasseur de sous-marins U-boat le plus réussi de la guerre et a été reconnu comme l'homme qui a fait plus que tout autre officier pour libérer l'Atlantique de la menace des U-boats. Dans une cruelle ironie, l'un de ses fils a également été tué pendant la guerre lorsque son sous-marin britannique a été coulé par les forces allemandes. Peu d'unités militaires peuvent prétendre avoir le prestige, le respect et générer autant de peur chez l'ennemi que le Special Air Service britannique, universellement connu sous le nom de SAS. Reconnu comme l'une des unités de force spéciales de premier rang, le SAS a été impliqué dans une variété de rôles, allant de la reconnaissance à longue portée au contre-terrorisme. Mais lorsqu'ils ont été formés en 1941, ils avaient pour mission de détruire les avions allemands en Afrique du Nord, avant qu'ils n'aient eu la chance de décoller. De nos jours, les commandants militaires prennent souvent pour acquis les compétences que possèdent les unités de force spéciales. Il est donc facile d'oublier que lorsque le SAS a été formé, il y avait peu d'expérience passée sur laquelle s'appuyer, et les membres fondateurs ont dû essentiellement apprendre leur métier par eux-mêmes. Le SAS lui-même était également mal vu par beaucoup dans la hiérarchie de l'armée qui n'aimaient pas leur indépendance, préférant que leurs unités opèrent dans la chaîne de commandement disciplinée. Ainsi, le SAS a attiré un certain type de soldats. Ils devaient être déterminés, créatifs, engagés, un peu égocentriques et bien sûr durs. Et ces attributs résumaient un certain Robert Paddy Mayne. Né dans une famille prospère d'origine écossaise en Irlande du Nord, Mayne a montré une grande prouesse athlétique dès son plus jeune âge, en particulier lorsqu'il s'agissait du jeu rugueux et tumultueux du rugby. Pendant ses années d'école et d'université, il s'est également mis à la boxe, devenant le champion poids lourd de l'université irlandaise en 1936. Il pratiquait aussi d'autres sports comme le cricket, le golf et le tir. Mais bien que tous ces attributs laissaient présager une carrière militaire, alors qu'il rejoignait une unité de réserve, il étudiait en réalité pour devenir avocat. Ce fait rend certaines de ses exploits les plus discutables encore plus surprenants. Ses capacités sur le terrain de rugby lui ont permis de jouer à la fois pour l'équipe d'Irlande et les Lions britanniques. Il aurait détruit plusieurs chambres d'hôtel de joueurs lors de tournées, soit par plaisanterie, soit en représailles pour une action contre lui. En tournée en Afrique du Sud, il s'est lié d'amitié avec un criminel condamné à des travaux d'intérêt général. Près du stade où il jouait et l'a aidé à s'évader alors que le condamné a été par la suite repris. Quand la guerre a débuté, il a reçu une commission dans l'artillerie royale, maniant des canons anti-aériens avant de se transférer au commando nouvellement formé. Après Dunkerque, le Premier ministre Winston Churchill savait que la Grande-Bretagne n'était pas en position de réinvader. Et de capturer des territoires en Europe par elle-même, il a donc formé des unités spéciales de raid,
les commandos, qui pouvaient assaillir des positions ennemies fortifiées, causant autant de ravages que possible avant de se replier vers le territoire britannique. Maine a servi avec le nom. 11 commandos et a combattu dans les campagnes de Syrie et du Liban, non pas contre les Allemands, mais contre les Français de Vichy, que l'on craignait laisseraient les Allemands utiliser leur territoire pour attaquer l'Égypte britannique. Pour sa part, dans la campagne, le nom de Maine a été mentionné dans les dépêches pour ses exploits pendant la bataille de la rivière Litani, suite à la mort de son supérieur. La bataille a coûté cher aux Britanniques, et Maine attribuait personnellement cela à ce qu'il décrivait comme l'incompétence de leur officier commandant, le lieutenant-colonel Jeffrey Keyes. Il a longtemps été rapporté que Maine et Keyes ont eu une dispute à ce sujet, au cours de laquelle Maine a frappé Keyes. Cependant, on admet généralement maintenant que ce n'est pas vrai. Néanmoins, les actes de Maine durant la bataille avaient attiré l'attention d'un capitaine, David Stirling, qui était en train de créer une nouvelle force de raid, surnommée AL Detachment, Brigade aérienne spéciale. Comme Maine, Stirling n'était pas le soldat le plus populaire auprès de ses officiers supérieurs, mais cela n'a fait que renforcer l'individualité de la nouvelle unité. La nouvelle unité avait un rôle spécifique en tête, et c'était de détruire les avions de la Luftwaffe brutalement affectés au sol en attaquant leurs aérodromes. Stirling et Maine ont reçu peu de fournitures pour leur nouvelle unité, même alors qu'ils se préparaient à lancer leur première attaque en soutien à une offensive britannique, et ils ont donc commencé à les exploiter à partir d'autres unités, avec ou sans leur permission. Le 16 novembre 1941, 55 hommes du SAS ont été parachutés en action, mais le raid a été un désastre, un tiers d'entre eux ayant été tués pour peu de gains. Maine a reconnu qu'en parachutant, ils alertèrent les Allemands de leur présence, garantissant une bataille de fusils immédiate et rendant leur travail d'autant plus difficile. Il a donc concocté un plan pour un deuxième raid, qui utiliserait plutôt des jeeps militaires pour les conduire sur l'aérodrome, où ils pourraient poser des explosifs et mener des sabotages. La soudaineté des attaques ajouterait à la confusion. Ils auraient beaucoup moins de temps pour réagir. Avant que les dommages ne soient causés, le SAS serait déjà en train de s'évader. Stirling a approuvé le plan, et une attaque utilisant cette méthode a été menée dans la nuit du 14 décembre 1941, avec Maine lui-même menant une attaque sur l'aérodrome de Wadi Tamet. Si le SAS devait prouver son existence au haut commandement de l'armée, alors le raid devait être un succès, et grâce à l'idée de Maine d'utiliser des jeeps, ce fut le cas. 60 avions allemands ont été détruits au coup de 2 hommes et 3 véhicules. D'autres raids ont été effectués dans les mois suivants. Souvent, les hommes du SAS utilisaient des germanophones ou des italophones pour semer la confusion parmi les gardes alors qu'ils se rendaient sur les aérodromes et dans les ports sous le couvert de l'obscurité. Malheureusement, en janvier 1943, Stirling menait un raid lorsqu'il a été capturé par les Allemands qui, à cette époque, l'appelaient le Major Fantôme. La capture de Stirling a déclenché une grande réorganisation du SAS qui a été divisée en 2 sections, l'escadron de raid spécial et la section de bateau spécial, cette dernière devenant le précurseur du service de bateau spécial d'aujourd'hui, ou SBS. En tant que major, Maine était le suivant dans la ligne de commandement et a reçu le commandement de l'escadron de raid spécial. Après avoir combattu en Afrique du Nord, Maine et le SAS étaient maintenant en train de combattre en Sicile et en Italie. Sous sa direction, Maine a continué l'héritage de Stirling, mais a imprimé sa propre personnalité puissante sur la force. Le SAS était à peine sorti du berceau, mais il forgeait déjà sa redoutable réputation de courage et d'ingéniosité dans la lutte contre l'ennemi. Aidé par Maine, dirigeant ses hommes de l'avant afin qu'ils connaissent chaque détail de chaque raid pour améliorer le suivant. La direction de l'armée, qui avait été réticente à embrasser le SAS, décernait maintenant des honneurs à ses membres, et en particulier à l'homme qui les dirigeait. Sa citation concernant un raid en Sicile, après lequel une barrette a été ajoutée à sa médaille de l'ordre du service distingué, a souligné l'efficacité d'un raid du SAS sous la direction de Maine. Le 10 juillet 1943, le Major Maine a mené 2 opérations réussies, la première étant la capture de la batterie CD, dont l'issue était vitale pour l'atterrissage en toute sécurité du 13e corps. À la tombée de la nuit, l'escadron spécial de raid avait capturé 3 batteries supplémentaires,
450 prisonniers ainsi que tué 200 à 300 Italiens. La deuxième tâche était de capturer et maintenir Augusta. Le débarquement a été effectué en plein jour, une opération combinée des plus dangereuses. L'audace a contraint les Italiens à abandonner leur position, et des masses de stockage et d'équipements ont été sauvées de la démolition ennemie. Dans ces deux opérations, c'est le courage, la détermination et l'excellent leadership du Major Mayne qui ont été la clé du succès. Il a conduit ses hommes depuis les embarcations de débarquement sous un feu intense de mitrailleuses. Alors que les derniers mois de la guerre s'écoulaient, Mayne a été promu lieutenant-colonel et est rapidement devenu l'un des soldats les plus décorés de l'armée britannique. Les hommages ont continué à affluer après la guerre, le gouvernement français d'après-guerre lui décernant la Légion d'honneur et la Croix de guerre. Toutefois, on lui a refusé la Croix de Victoria, la plus haute distinction militaire britannique. En 1945, Mayne a été recommandé pour une WC, après avoir sauvé à lui seul un escadron de ses troupes qui était piégé par un feu ennemi intense près de la ville d'Oldenburg, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Mayne a personnellement secouru les blessés parmi eux, les soulevant un par un dans sa Jeep, avant de riposter et de détruire les artilleurs ennemis dans une ferme voisine. Cependant, malgré la recommandation signée par le maréchal Bernard Montgomery lui-même, alors commandant du 20 et un groupe d'armées alliées Mayne, a plutôt reçu un 4e DSO aux grandes dames de ses hommes. On a longtemps spéculé sur les raisons du refus de l'AVC, et beaucoup de ses partisans soutiennent que c'était à cause de sa personnalité autoritaire, de son manque de respect fréquent pour les officiers supérieurs qu'il ne jugeait pas à la hauteur, et du fait que le SAS représentait un type de guerre plus sale. Quand la guerre a pris fin et qu'il est revenu à la vie civile, il a laissé une des unités d'élite les plus renommées. Comme l'a formulé l'écrivain du SAS, Andy McNabb, il est et restera toujours une légende. Si vous regardez les fondations du Special Air Service, il a joué un rôle clé dans cela. Nous possédons des SOP, des procédures opérationnelles standards, essentielles et immuables. Beaucoup d'entre elles découlent des opérations de Paddy pendant la guerre. Il est juste un synonyme de ce qui se passe au sein du SAS, et il fait partie intégrante de ce que nous sommes aujourd'hui. Dans la nuit du mardi 13 décembre 1955, Mam buvait avec un ami dans la ville de Bangor, comté de Down, avant de rentrer chez lui aux premières heures du matin. Il n'y arriverait jamais. Vers 4 heures du matin, on l'a retrouvé mort dans sa Riley Roadster sur Mill Street, dans sa ville natale de Newton Arts, après avoir percuté un véhicule agricole. Pour un homme qui avait fait preuve d'un courage extraordinaire face à l'ennemi, c'était une fin tragique. C'est donc tout pour cette vidéo, les 3 soldats britanniques les plus redoutés pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, bien sûr, il y a beaucoup plus que 3 et nous ferons plus de vidéos comme celle-ci à l'avenir, couvrant toutes les armées et leurs membres les plus redoutés de la Seconde Guerre mondiale. Merci d'avoir regardé les guerres du monde et nous vous verrons la semaine prochaine pour une autre vidéo.